Hello les gens, bienvenue dans le Journerd, votre actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va rester focus sur de l'actu ciné, puisqu'on va parler des suites. Beaucoup de suites sont annoncées pour 2024, 2025, 2026. On va faire un petit peu le tour de tout ça, et en quoi c'est intéressant, et en quoi ça peut être aussi inquiétant. Allez, c'est parti pour l'info. Ah, les suites. Souvent décriées, des fois adulées, comme Terminator 2 ou Star Wars 5 par exemple. Mais c'est vrai que quand on parle de suite, souvent on parle d'un manque d'imagination, et les mecs arrivent pas à se renouveler, blablabli et blablabla. Mais au final, les suites, ça a tendance à cartonner. Cette année, il y en a pas mal. On va commencer par la première qui va sortir chronologiquement, et c'est Vice Versa 2. C'est un projet pour lequel j'étais dubitatif à la base. Déjà, même le premier Vice Versa avant que ça sorte, j'avais vraiment des doutes. Parce que tenir 1h30 de film sur le concept de personnifier des émotions, je trouvais ça compliqué. D'habitude, on voit plus ça dans les formats courts. Bah, j'avais tort de ouf. Parce que pour moi, maintenant, Vice Versa, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de Pixar. Peut-être mon préféré? Non, je vous le dirai pas, comme ça je ferai une vidéo top 10 des meilleurs Pixar, et ça me permettra de gratter un peu plus de vues. Bon, du coup, pour Vice Versa, bon, c'était légitime que le doute revienne après la première annonce. Bah, la bande-annonce m'a déjà retourné, j'ai changé d'avis. Je me dis qu'ils ont déjà réussi à faire un chef-d'œuvre avec une panoplie d'émotions plutôt simplistes. Alors si on ajoute les émotions de l'adolescence, là, c'est d'autant plus intéressant. Et ça me semble même encore plus facile à écrire. Dans ce film, joie, colère, tristesse, peur et dégoût vont se faire rejoindre par anxiété, envie, ennui et embarras. Ouais, c'est bien trouvé, c'est vraiment les émotions qui nous nuisent pendant l'adolescence. Parce que c'est vraiment le moment où le regard des autres commence à avoir de l'importance sur un individu. Puisqu'on a envie d'être ce que les gens regardent, du coup on se retient un peu et on se lâche pas comme quand on était enfant par peur de l'embarras, ce qui peut nous amener à nous isoler un peu, du coup ça développe plutôt l'ennui chez nous. On peut aussi devenir anxieux par rapport à chacun de nos gestes pour éviter de faire une connerie ou de se mettre dans l'embarras. Et le cercle vicieux continue parce qu'on réprime nos émotions. La bande-annonce est parfaite, on ressent vraiment tout ça en quelques minutes. Maintenant, à Pixar de tenir ça sur 1h30 et c'est le second chef-d'œuvre assuré. L'autre suite chez Disney qui sort cette année, c'est Vaiana 2. Bon, comme pour Vice Versa, une suite à Vaiana, ça semble être une bonne idée, mais pour Vaiana 2, certaines choses peuvent nous faire douter. Déjà, si le film sort en novembre, comment ça se fait qu'on a attendu février pour l'annoncer? Normalement, pour un si gros film, la communication, elle se fait des années à l'avance. Vice Versa, ça fait depuis 2022 qu'on sait qu'il y aura une suite. Bah en fait, c'est parce que Disney a changé ses plans. Peut-être parce qu'ils ont vu que tout miser sur Disney+, c'était pas une bonne stratégie. Parce qu'en fait, ce qui a servi de base à Vaiana 2, c'était censé être une série d'animation pour Disney+. Et une série, c'est pas un film. En fait, la qualité du film peut varier par rapport à combien de temps ils ont eu pour faire bifurquer le projet en un film. C'était avant de débuter la phase d'animation ? Ou pendant? Ou est-ce que la série était carrément terminée et ils ont refait le montage pour que ça ressemble à un film? Est-ce que l'histoire est assez forte pour faire évoluer les personnages et les enjeux de l'univers de Vaiana? Parce que là où une série d'animation, surtout chez Disney, peut se permettre de faire vivre des aventures à nos héros puis retourner au statu quo, un peu comme un filler dans les animés japonais. Si vous savez pas ce que c'est un filler, demandez à vos amis qui sont fans de Bleach et Naruto. Le film, lui, n'a pas le droit de stagner. Les personnages sont obligés d'apprendre quelque chose, ils sont obligés d'évoluer. Et leurs vies peuvent pas être les mêmes au début et à la fin du film. Ouais, c'est après toutes ces questions-là que je me demande toujours si Vaiana 2, finalement, c'est une bonne idée ou pas. Bon, de toute façon, on aura la réponse assez tôt, puisque le film, il sort le 27 novembre. Ça sera réalisé par David J. Derrick Jr. C'est le premier réalisateur qui vient des îles Samoa à réaliser un film d'animation Disney. Peut-être un film Disney tout court, en fait, mais j'ai la flemme de vérifier. Bon, c'est peut-être pas son premier film en tant que réalisateur, mais il a été scénariste et storyboarder sur beaucoup de projets, dont le premier Vaiana. Du coup, lui laisser la main sur Vaiana 2... ça semble être cohérent. A noter que Vaiana a aussi d'autres plans, parce qu'un film en live action est prévu, et il a été repoussé de 2025 au 16 juillet 2026. Du coup, déjà un remake en prise de vue réelle, à peine 10 ans après la sortie du film d'animation. C'est de plus en plus n'importe quoi, là. Bon, en fait, j'ai une théorie. Je pense que Disney veut surfer sur la vague Dwayne Johnson, qui reprendra son rôle de Maui dans ce film live, du coup. C'était déjà lui dans le dessin animé. Et c'est vrai que peu de gens voient un autre que Dwayne Johnson pour occuper le rôle de Maui. Et dans 10 ans, on sait pas vraiment où en sera sa carrière, donc Disney, ils ont intérêt d'en profiter maintenant. Je ne vois pas d'autre explication. En parlant de live action, on va rester chez Disney avec Mufasa, le préquel du Roi Lion de 2019, qui suivra l'histoire de... Ouais, Mufasa. Ouais, vous suivez, c'est bien. Bon, je triche un peu, c'est pas une suite, mais on verra plus tard pourquoi c'était peut-être le bon choix de faire un préquel plutôt qu'une suite. Du coup, dans ce film, on découvrira le père de Simba, de son enfance en passant par son règne et sa rivalité avec son frère Scar, jusqu'à la naissance de son fils. En plus de Mufasa et de Scar, on retrouvera des visages connus tels Rafiki,
ça c'est logique. Mais aussi Timon et Pumbaa, toujours joué par Seth Rogen et Billy Eichner, même si je sais pas si ça se prononce comme ça. En France, ce sera sûrement Jamel Debbouze et Alban Ivanov comme en 2019. Pas encore d'infos sur Sarabi, la mère de Simba, on sait pas encore. Et apparemment, Timon et Pumbaa seront pas dans le récit de Mufasa. Ça serait incohérent puisque dans le film original, ils semblent pas connaître l'histoire de la Terre des Lions. Selon les premières infos, ils seront plutôt à l'écoute de Rafiki qui, lui, comptera l'histoire de Mufasa. Et apparemment, on verra aussi Kiara, la fille de Simba, qui sera aussi là pour écouter l'histoire de son grand-père. Bon, en ce qui concerne ce projet, j'ai envie de dire pourquoi pas, même si j'ai vraiment détesté le Roi Lion de 2019. Mais détesté. Pour moi, il y a vraiment que Hans Zimmer qui s'en sort bien dans ce film parce qu'il a réussi à élever sa musique à un niveau encore plus haut que dans l'original. Mais Jon Favreau, le réalisateur du film, c'est lui qui a fait Iron Man aussi, lui, il a réussi à me dégoûter, autant dans son rythme que dans sa réalisation ou dans ses choix artistiques. À ce niveau-là, c'est de l'art, c'est presque un super pouvoir. Rendre chiant quelque chose d'épique. Mais cette fois-ci, c'est pas Jon Favreau qui s'occupe du projet, c'est Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight. Et même s'ils ont repris le même style graphique, du coup un style ultra réaliste avec peu d'expression sur le visage des lions, la mise en scène peut tout changer. Et comme c'est une histoire totalement nouvelle, il se sentira pas obligé de coller des musiques dans son film. Parce qu'avoir des lions réalistes qui chantent, c'était peut-être pas une bonne idée, hein. L'autre point qui me plaît dans ce projet, c'est justement de faire une histoire inédite avec nos héros des années 90. Parce que fin des années 90-2000, beaucoup de nos films d'animation, ils ont été souillés par des suites ignobles qui sortaient que en cassette ou en DVD. C'était visuellement dégueulasse et en plus, la plupart des histoires, elles étaient nulles à yesh. Alors, quand les premiers projets de live action ont été annoncés par Disney, je me disais que, bon, même si l'excuse est un peu bancale, que c'était une bonne façon de faire redécouvrir ces œuvres aux plus jeunes, surtout que les mecs, ils s'adaptent eux-mêmes. Du coup, qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? Ouais, j'étais naïf à ce moment-là. C'était aussi, évidemment pour Disney, une bonne façon de se faire du fric, grand bien leur face, une bonne façon de relancer les franchises, et du coup, une bonne façon de nous offrir des suites dignes de ce nom. J'aurais tellement kiffé avoir une bonne suite à Mulan, par exemple. Bon, ok, le live action c'était de la merde et ils ont tout gâché. Mais de base, je voulais voir ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu le Aladdin de Guy Ritchie, que j'ai beaucoup apprécié, hein, sauf la fin qui manque un petit peu de grandiose, je trouve, j'ai eu quand même une hype de voir une vraie suite où il parlait d'un préquel avec le génie. C'était un truc qui était dans les cartons, mais apparemment ils ont mis ça en suspens. Après, quand t'es Disney et que ta tête d'affiche elle met des baffes en pleine cérémonie des Oscars, ça aide pas. Hein. Et en ce qui concerne le Roi Lion, c'est un cas spécial, puisque le Roi Lion 2, c'est déjà un putain de film. Et c'est là que je trouve que Disney a été malin de faire un préquel plutôt. Remaker le Roi Lion 2 avec le style du film live Le Roi Lion, ça aurait été ridicule. Imaginez deux lions, tu vois un lion, ultra réaliste, en train de surfer sur une feuille géante, en train de chanter Ayupendi. Non, c'est pas sérieux. Évidemment, ils auraient pu l'édulcorer un peu, mais ils l'ont fait avec Soyez prête là de Scar dans le film de 2019, et franchement, la scène, elle n'a aucun intérêt. Et les fans, si tu leur mets pas leur chanson, ils sont dégoûtés, donc t'as perdu dans les deux cas. Et en plus, dans le Roi Lion 2, qui est clairement une romance, les expressions du visage, ça aurait été encore plus crucial pour comprendre l'émotion des personnages. Et comme avec ce visuel, ils ont aucune expression, ça aurait été claqué. Alors que raconter la rivalité entre Mufasa et Scar, les épreuves qu'il a dû affronter pour devenir roi, et celles pour rester un bon roi, c'est jouable. Bah ouais, Mufasa c'est plus un daron des années 80 que des années 2020, du coup ça aurait collé le côté poker face de l'animation là. Donc maintenant l'espoir que j'ai avec ce film, c'est que il dénature pas trop l'histoire originelle et qu'il reste cohérent avec tout ce qu'ils nous ont montré dans les autres films. Bon, sans être vraiment hypé, je trouve quand même que le projet est intéressant. Plus intéressant que l'idée de remaker le Roi Lion de base déjà. Surtout que le réalisateur Barry Jenkins c'est un auteur plutôt engagé, et il pourrait donc saupoudrer ce blockbuster d'un peu de sous-texte intéressant quoi. On verra ça en fin d'année parce que ça sort le 16 décembre. Et on attend toujours la première bande-annonce pour se faire une idée précise. Partez pas, il n'y a pas que Disney, parce que là on va parler de Matrix. En décembre 2021 sortait Matrix 4, 18 ans après la fin de la trilogie qui se terminait en apothéose. Contrairement aux trois premiers, Matrix 4 n'a pas été réalisé par les Wachowski, mais par seulement Lana Wachowski. Déjà ça c'était un peu bancal. Mais surtout, personne n'attendait ce film, et personne voulait ce film. La trilogie, elle était bouclée, c'était vraiment nickel. C'est un petit peu comme Gladiator 2. Gladiator, ça finissait nickel, c'était épique, c'était parfait. Et là, tu nous sors un Gladiator 2 en novembre. Mais qu'est-ce que tu fous, Ridley Scott? On t'a rien demandé, hein. Quand on voit ton retour sur Alien avec Prometheus et ton Napoléon, permets-moi d'avoir des doutes, Ridley. Hein. Espérons que t'aies juste bâclé Napoléon pour te concentrer sur Gladiator. Bon, retournons à Matrix. Donc Matrix 4, c'était pas non plus un naufrage, parce que moi je trouve que le fond était très intéressant, mais c'était plutôt en termes de forme que ça pêchait. C'était beaucoup trop verbeux, ça parlait trop. On sait que Matrix a toujours été un truc plutôt philosophique, mais les explications, elles étaient rarement données par des dialogues, enfin très peu de dialogues, et on montrait surtout à l'écran, avec la caméra,
comment le monde fonctionnait. Alors que Matrix 4, c'est vraiment parti dans les travers des séries télé un peu, privilégiant l'exposition à coups de dialogue interminable plutôt qu'à coups de caméra. Mais en général, les séries télé, elles font ça parce qu'elles ont pas de temps et elles ont pas de thunes. Du coup, c'était un semi-échec. Mais là, Warner va encore plus loin, puisqu'ils viennent d'annoncer un Matrix 5. Ils inventent presque le concept de la suite de trop à la suite de trop. Et là où il manquait une Wachowski pour Matrix 4, là, aucune des Wachowski ne scénarisera ou réalisera le film. C'est le réalisateur et scénariste Drew Goddard qui semble avoir contacté lui-même la Warner avec une idée de suite. Jesse Herman, le patron de Warner, il s'est exprimé à ce sujet. Je le cite. Drew est arrivé chez Warner Bros avec une nouvelle idée qui, nous en sommes convaincus, serait un moyen incroyable de poursuivre l'univers de Matrix, en honorant ce que Lana et Lily ont commencé il y a plus de 20 ans et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la série et des personnages. Il a intérêt à avoir vraiment une bonne idée, parce que Matrix Résurrection c'était plus un mort-vivant qu'un messie ressuscité. Il y a un cas qui semble assez similaire chez Disney Pixar, ouais encore Disney, et c'est Toy Story, parce qu'en 2019 Toy Story revenait avec un 4e opus qui était pas si mal, mais qui faisait suite à une trilogie harmonieuse et parfaitement bouclée. Et il y a quelques jours, Disney annonce qu'un Toy Story 5 sort en 2026. Reboot, spin-off ou suite, on sait pas trop. Mais si c'est vraiment une suite avec Woody et Buzz, ça sera aussi la suite de trop de la suite de trop du coup. Et est-ce qu'on a vraiment besoin régulièrement de films Toy Story et Matrix? À la limite à coup de spin-off, des histoires annexes avec d'autres personnages, et même faire des spin-offs sur Matrix, c'est un peu difficile parce que vu que c'est un monde virtuel, les enjeux ils seront forcément moindres que la saga originale. Après pourquoi pas. Mais là sur sa déclaration sur le prochain Matrix, Herman il dit bien offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la série et des personnages. Il parle bien des personnages, donc logiquement des personnages qu'on connaît. Du coup ce serait vraiment une suite ou un reboot ou les deux un peu à la Matrix 4, et là je vois vraiment pas l'intérêt. Mais là on parle de Drew Goddard, le mec qui comme les Wachowski, il aime bien mettre de l'action au service du sous-texte. Comme avec Cloverfield, il est scénariste dessus et il met un petit peu en parallèle ce qui se passe là-dedans et les attentats de 2001. Et il a aussi fait ses armes sur les séries Buffy et Angel de Joss Whedon. Regardez ces séries, c'est trop bien comme série. Et dans ces séries-là, il y a souvent un lien entre les démons que Buffy et ses amis ils affrontent et leurs propres démons intérieurs. Qu'est-ce que c'est bien ces séries, putain. Et le film qui, moi, me fait penser qu'il pourrait faire du bon taf sur Matrix, c'est le génialissime La cabane dans les bois, coécrit avec Joss Whedon d'ailleurs. Parce que dans ce film, il rend hommage au film d'horreur, tout en le renouvelant, le critiquant et le rendant méta, en jouant avec les attentes du spectateur. Bon, un film d'horreur fait déjà ça, mais là, il va vraiment très très loin. Tout simplement un de mes films préférés. Et si un nouveau Matrix est inévitable par avidité de la Warner ou le besoin d'en faire une franchise, autant que ce soit par un gars qui en apprécie les codes pour mieux les transformer et mieux jouer avec le spectateur. C'est ça l'esprit Matrix. Surtout que même si Lana Wachowski sera ni scénariste ni réalisatrice, elle sera productrice du projet. Ça permettra à Drew Goddard de rester cohérent avec la vision d'au moins une des autrices originales. Putain, je me suis auto-hypé avec ces histoires-là. Avant, j'étais pas ultra chaud et maintenant, je suis vraiment curieux de voir ça. Mais que ce soit ce Matrix 5 ou des suites forcées ou des suites indispensables ou il y en a qui sont surprises ou certaines qui peuvent sauver leur franchise, un peu comme Deadpool, ou des suites que personne n'a demandé, il faut laisser le bénéfice du doute au créateur et attendons de voir le résultat final avant de juger quand même. Bon, même si des fois on a quand même des pressentiments. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour rater aucune info. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que l'info, ça périme pas en 2 jours. Restez passionnés et je vous dis à bientôt!